De partout où vous nous suivez, mesdames, messieurs, bonjour. C'est toujours Mbegou Podcast, l'espace où chaque voix compte pour impacter. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec le maître Arjoul. Avant que je ne vous parle du sujet, il peut se présenter. Bonjour, monsieur Léonard. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ces podcasts. Merci. Je me nomme maître Arjoul Karinda. Je suis avocat au barreau du Sud Kivu. Mais également, je travaille avec l'organisation appelée Justicia Great Lakes Africa comme directeur exécutif. C'est un plaisir d'être dans cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Je ne suis pas seul, je suis avec maître Arjoul. Et aujourd'hui, on parlera de la diffusion répétée et non consentie des contenus intimes. Il va toucher le point sociologique, également juridique, en ce qui concerne cette diffusion. Et j'aimerais bien y aller avec des questions-réponses, si vous permettez bien. Oui. Merci, maître Arjoul. Alors, vu que nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Bukavu, alors, en RDC, les lois actuelles protègent-elles réellement les victimes des diffusions non autorisées des contenus intimes? Merci. Monsieur Léonard, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que la République démocratique du Congo est un état de droit. Et étant un état de droit, c'est un état dans lequel les droits sont garantis, mais également dans lesquels on donne aussi l'opportunité à chaque personne, une fois ces droits sont violés, de se faire recouvrer ces droits au travers de voies de recours prévues par de lois. Et parlant de la diffusion non consentie de contenu à caractère personnel. En République démocratique du Congo, si je m'en vais d'abord de la protection générale, c'est au travers de la Constitution qui, dans les articles 31, parle de ce qu'on appelle la protection de la vie privée, où on dit que toute personne a droit à la protection de sa vie privée. Alors, si on va dans le sphère un peu internationale, le Pacte international sur le droit civil et politique dit aussi à ses articles 17 que nul ne peut connaître une immixtion dans son intimité ou dans sa vie privée. Okay. Alors, si on rentre encore peut-être dans le droit congolais, à partir de l'année 2023, la République démocratique du Congo a mis sur pied ou a promulgué une loi spéciale qu'on appelle le code numérique ou le code du numérique. C'est code en fait qui reprend l'ensemble d'infractions ou l'ensemble d'abus qui peuvent se commettre sur Internet ou par voie électronique en utilisant des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces codes aussi parlent de certaines infractions dont l'interdiction de la publication ou du traitement ou du transfert des contenus à caractère personnel. Et que donc, nous fondons sur ça, nous pouvons dire que le droit congolais réprime, bien entendu, la divulgation de non consentis de contenus à caractère personnel. Et bien plus également, si je peux s'y renchérir, il y a aussi d'un côté le code pénal qui vient peut-être en ajout par rapport à certaines infractions, parce qu'il y a certaines infractions qui ont trait à cette publication de contenu à caractère personnel, mais qui sont prévues dans le code pénal. À l'exemple, on peut dire l'incitation ou, comment je peux dire ça, de manière très simpliste, l'attentat aux bonnes mœurs. Voyez-vous, c'est une infraction qui est prévue par le code pénal, mais qui peut se commettre, bien entendu, au travers les réseaux sociaux ou les outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Et enfin, il y a également une loi qu'on appelle la loi sur la télécommunication et les technologies de l'information et de la communication, qui date de 2020, qui réprime aussi certaines infractions, parmi lesquelles la divulgation non consentie de contenu à caractère personnel. Ah, ok, merci. Je comprends bien. Alors, vous avez parlé de bonnes mœurs. De bonnes mœurs. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que les auteurs de ces actes ne sont pas poursuivis ou condamnés en RDC? La question paraît un peu très transversale. Pourquoi ? Parce que, d'une part, c'est vrai, la loi prévoit que celui qui divulgue ou qui transfère ou qui partage des données à caractère personnel d'une autre personne, et ces données, en fait, ou cette divulgation qui viole l'intimité ou la vie privée d'une autre personne, cette personne, normalement, doit être punie conformément à la loi. La loi a déjà prévu quelque chose, la loi a déjà prévu de sanctions.
Mais ce qui fait à ce que peut-être l'impunité règne dans ce domaine-là, c'est d'abord au niveau de l'auteur. L'auteur lui-même, peut-être lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est une infraction. Ou c'est un abus. Voyez-vous. En deuxième position, il y a au niveau de la victime. La victime également qui banalise le fait. La victime... Mais s'il vous plaît, maître, mais je crois que nul n'est censé ignorer la loi, c'est la Constitution. Exactement. Oui, nul n'est censé ignorer la loi, mais ça, c'est une présomption de la connaissance de la loi. Mais qui ne veut pas dire que dans le concret, tout le monde connaît la loi. Voyez-vous. Parce qu'il y a une existence d'une loi ne signifie pas son effectivité ou son efficacité. La loi peut exister, mais peut-être elle n'est pas diffusée ou elle n'est pas vulgarisée pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Alors, à ce niveau, au niveau de la victime d'abord, la plupart en tout cas des victimes de cette publication non consentie de contenu à caractère personnel, la plupart ne connaissent pas la loi. Ne connaissent pas qu'il y a un code numérique ou un code pénal sur lequel ils peuvent se fonder pour réclamer justice. Voyez-vous. Alors, en troisième position, également, au niveau des institutions judiciaires, nous sommes dans un pays où le droit numérique n'a pas encore évolué, où le monde numérique n'a pas encore atteint un certain niveau des standards internationaux. Et là, ça pose le problème de la preuve. Parce que si une personne a été publiée, si son intimité a été publiée, alors il viendra se prévaloir, par exemple, saisir un juge ou saisir un magistrat pour dire, non, voilà, on m'a publié, quelqu'un a sali ma réputation en publiant les contenus à caractère personnel. Et tout ça. Maintenant, le magistrat en question, il va se retrouver devant un problème. Et le problème, c'est quoi? Comment recueillir les preuves? Voyez-vous, comment recueillir les preuves pour savoir le vrai auteur de cette infraction-là? Et la victime, souvent, elle vient sans aussi une preuve. Elle dit seulement, bon voilà, j'étais sur mon téléphone, quelqu'un m'a envoyé un message disant que j'ai été publié. Et peut-être même la preuve là, ou cet envoi-là, elle n'a même pas, peut-être la victime n'a même pas conservé cela. Alors ça paraît un peu très difficile dans d'abord la dénonciation au niveau de la victime, deuxièmement dans la connaissance du fait infractionnel par l'auteur, mais en définitive également le moyen de preuve ou l'établissement de la preuve une fois la victime vient réclamer justice. Alors si je comprends bien, c'est que c'est pas souvent réprimé parce qu'il y a faute de moyens de preuve. Bon, si vous dites que c'est pas réprimé... Et le moyen de preuve, es-tu libre? Oui, c'est vraiment libre. En ce moment, d'ailleurs, même peut-être ça sera dans une autre question ou dans un autre chapitre dans lequel je vais intervenir, c'est qu'il est souvent conseillé, dans ces genres de cas, pour une femme qui est victime ou toute personne qui est victime de cette divulgation non consentie, il est souvent conseillé de faire tout pour garder les preuves. Faire tout pour garder les preuves. Ces preuves peuvent être, par exemple, les captures d'écran et tout ce qui va avec, ou de messages. Parce que devant la loi, ou devant un juge, ou devant une institution judiciaire, être victime d'une infraction, c'est une chose. Prouver cette victimisation, c'est une autre chose. En vertu du principe... Dami factum. Voilà, donne-moi les preuves, je te donnerai le droit. Et c'est celui qui vient alléguer le fait qui doit apporter normalement la charge de la preuve. Évidemment. Oh, je comprends bien. Alors, quelle est la responsabilité de plateforme? Parce que je vois souvent dans les groupes WhatsApp, on peut trouver des contenus transférés plusieurs fois. Alors, quelle est la responsabilité? Est-ce qu'ils ont une responsabilité face à la loi? Justement, il y a une responsabilité juridique qui se dessine depuis l'auteur jusqu'à l'ensemble des gens qui vont transférer. Ok. Voyez-vous. Donc, celui qui a transféré en premier sera l'auteur principal, mais l'ensemble des gens qui vont republier dans le groupe ou dans les réseaux et tout ce qui va, même inbox, alors l'ensemble de ces gens sont aussi des complices. Et ils doivent encourir souvent presque la même peine que l'auteur. Ok. Ouais. Et au-delà de ça également, dans le droit congolais, toujours dans le droit numérique, la loi dit qu'il y a certaines institutions d'accompagnement, d'exécution de cette loi qui doivent être mises en place. Et ces institutions ont pour rôle, par exemple, de censurer
certains réseaux sociaux ou certains blogs ou plateformes ou certains web. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous verrez sur des réseaux comme Facebook, WhatsApp, Instagram, il est provu par exemple quelques mentions dans le paramètre des signalements où on te dit, toi utilisateur, si tu vois un contenu inapproprié, tu peux signaler et en signalant au niveau de réseau et ils vont maintenant bloquer ou retirer ces contenus. Alors ça existe, mais aussi faut-il que peut-être les auteurs ou les victimes ou encore les gens sur lesquels ces genres de contenus tombent directement, faut-il encore peut-être qu'ils soient informés par rapport à ça? Et c'est praticable en RDC? Évidemment, c'est praticable en RDC. Ok, merci. Alors, selon vous, les établissements scolaires contribuent-ils à la prévention ou alimentent-ils les tabous et la peur dans ces histoires de contenu? Si les établissements religieux, c'est ça? Oui, religieux, tout comme scolaires, universitaires. Bon, je vais bien, d'abord, de prime abord, il faut dire que le rôle des établissements éducatifs et religieux, c'est d'abord l'éducation. L'éducation. Ce sont les établissements qui ont pour rôle de promouvoir la morale dans la société et tout ce qui va avec. Alors, mais dans les domaines ici de publication non consentie, de données à caractère personnel, vous vous rendrez compte que ces établissements, c'est vrai, ils donnent la morale ou ils donnent l'éducation, mais quand une femme, souvent, tombe victime de cette divulgation non consentie, au lieu d'encadrer cette victime-là, au contraire, c'est que soit si elle était une élève, on la chasse de l'école. Si elle était chrétienne, elle serait peut-être excommuniée. Oui. Ou sanctionnée au niveau des départements dans lesquels il œuvre à l'église et tout ça. Et ça constitue en fait donc une contradiction entre peut-être la morale qui devrait être promue et la protection en fait de la victime de ces divulgations non consenties. Alors moi je pense que peut-être l'église, l'école ou ce genre d'établissement éducatif devrait jouer un rôle non seulement dans la sensibilisation, mais également dans l'encadrement ou l'accompagnement de la victime de cette divulgation non consentie. Parce que plus, si la victime, d'ailleurs, elle est stigmatisée au niveau du groupe social. Oui. Elle était élève, elle est chassée de l'école, elle était étudiante, elle est exclue de l'université, l'année académique est annulée, elle était chrétienne à l'église, elle est excommuniée par exemple. Ça va alourdir encore sa peine et les traumatismes, et ça peut arriver peut-être à l'amener à se suicider. Elle peut porter plainte? Si elle peut porter plainte... Si elle est chassée dans une université? Oui, justement, parce que ça, c'est une discrimination. C'est vrai que l'école ou l'institution peut se défendre que, voilà, dans notre règlement d'ordre intérieur, il est prévu que celui qui fait ça sera exclu. Oui. Mais le règlement d'ordre intérieur d'une école n'est pas supérieur à la loi. Oui. OK? C'est que c'est une erreur qui peut arriver, c'est une inconduite qui peut arriver, et ça doit être géré disciplinairement, mais pas être exclu peut-être de certains droits, notamment le droit à l'éducation. Et comment une victime peut réellement, d'une manière concrète, obtenir justice en RDC? La victime de cette divulgation non consentie des données à caractère personnel, notamment les nudes, comme on est en train de le dire, c'est que elle peut user de la procédure normale. Et cette procédure normale, la procédure judiciaire, voudrait à ce qu'il peut saisir, par exemple, un officier de police judiciaire qu'on appelle les OPJ, où il vient, il porte plainte. Et en portant plainte, il se fonde sur l'ensemble de lois, peut-être dont j'ai eu à faire référence dans l'introduction de ce podcast. Et après avoir porté plainte, à ce moment, il fait une déposition. Il dit que non, voilà, j'ai été victime de cette publication. Et voici comment ça s'est passé. Voici les preuves que j'ai recueillies, que c'est telle personne qui l'a fait. Ou c'est telle personne qui a relayé cela dans un groupe WhatsApp. Ou sur Instagram, sur TikTok, sur tout ce que nous avons comme réseaux sociaux. Oui. Alors, en ce moment, l'OPJ peut les inviter, il peut chercher maintenant la victime pour que la victime soit interrogée. Non, plutôt l'auteur de cette infraction. Et une fois l'auteur a été entendu, si sa culpabilité est établie, il est transféré au parquet pour les dossiers soient fixés et qu'il soit
et qu'il soit jugé et puni conformément à la loi. Également, au lieu de passer par exemple par la police, la victime peut passer directement par le parquet, où il se tient devant un ministère public ou un magistrat dans le sens très général, et il dit non, voilà, il donne sa déposition que voilà, j'ai été victime de ceci, de ceci. Alors le magistrat va procéder aussi de la même manière, et jusqu'à ce qu'on appréhende l'auteur de cette infraction ou de cet abus, et pour qu'il soit jugé conformément à la loi. Merci beaucoup, maître. Alors là, directement, je regarde la caméra parce que je vais vous poser une question. Oui. Et j'aimerais que, lorsque vous allez répondre, que vous puissiez également regarder votre caméra. Justement. Alors, faire une vidéo nude, sextape, est une infraction. Faire une vidéo nude, sextape, n'est pas une infraction. N'est pas une infraction. Justement. Quand est-ce que elle fait objet d'une infraction? Elle fait objet d'une infraction quand elle est publiée sur une plateforme publique, ça un, et quand elle est publiée sans consentement de l'auteur. Quelle est la position de la loi devant une vidéo sextape publiée par un inconnu? Un téléphone a été volé et le voleur a trouvé les contenus et il a partagé. Alors, la position de la loi par rapport à un contenu publié par un inconnu, souvent, il n'y a pas d'inconnu. Il n'y a pas d'inconnu. Parce que si ça a été publié, ça veut dire justement il y a une personne qui a publié. Une donnée ne peut pas se publier d'elle-même dans un téléphone. Donc, la personne qui a publié ou l'auteur de cette publication non consentie peut ne pas être connu de prime abord. Mais si l'enquête est faite, peut-être la personne peut être retrouvée. Faire de vidéos sextape n'est pas une infraction. Venez de les signaler, maître Arjoul. C'est une raison d'encourager ceux-là qui en font, maître? Non, ce n'est pas une raison d'encourager, mais plutôt c'est une raison d'interpeller. Parce que ma réponse était bidimensionnelle. J'ai dit, faire la vidéo n'est pas un problème, n'est pas une infraction. Mais publier cette vidéo, c'est là que ça devient une infraction. Soit si c'est publié sans consentement de la victime, ou c'est publié sur une plateforme, et ça peut constituer une autre infraction, notamment l'attentat aux bonnes mœurs, voyez-vous. Alors, ce n'est pas encourager les auteurs, mais plutôt interpeller les auteurs sur les conséquences que cela peut avoir sur le plan juridique. Et ça ne va pas à l'encontre du droit de disposer de son propre corps si on commence à l'utiliser mal? Le droit de disposer son corps. De son corps. Oui, ce droit existe de disposer de son corps, mais ces droits se limitent à un niveau où tu ne dois pas disposer de ton corps jusqu'à indisposer les autres. Merci beaucoup, maître. Alors, c'est contribuer à la mauvaise éducation d'ailleurs de la société. Alors, merci beaucoup. C'est fait un grand plaisir. J'étais avec le maître Arjoul. Et là, c'est encore le début. Donc, il y a encore d'autres épisodes où on parlera de ce qui est de la loi. Et il va encore nous enrichir. Alors, maître, dans 30 secondes, qu'est-ce que vous direz à la population de Bukavu pour conclure? Bon, ce que je dirais seulement à la population de Bukavu... Regardez votre caméra, s'il vous plaît. Merci. C'est d'abord comprendre que les violences numériques, parce que ici, quand on parle de la publication non consentie, des données à caractère personnel, nous faisons allusion à ce qu'on appelle les violences numériques. Ces violences numériques sont l'ensemble des violences auxquelles peuvent être exposées certaines personnes, ou toute personne d'ailleurs, sur le web ou sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, à cela, ce que je peux dire est que la protection contre ces violences numériques passe d'abord par la personne elle-même. Ayons la culture de la responsabilité ou de l'utilisation responsable et rationnelle d'ailleurs de réseaux sociaux. Tout ne peut pas se publier, tout ne doit pas se publier. Et si vous avez envie de publier, en tout cas, ne le faites pas. Alors, pour les jeunes femmes d'ailleurs, qui sont à 85% d'ailleurs de victimes, vous n'êtes pas obligé de filmer votre nudité. Si quelqu'un a besoin de vous voir, qu'il attende les jours de la dot, alors si quelqu'un a besoin d'avoir des photos en tout cas, de vous, refusez. Et ne faites pas confiance sur le réseau. Merci. Merci beaucoup, maître Arjoul. C'est fait un grand plaisir. Merci. Et rendez-vous à la prochaine fois. À la prochaine. Merci.